Dans les faubourgs de Mexico, deux silhouettes s'imposent dans le paysage. Ce sont deux des plus grands volcans du pays, le Popocatépetl et l'Iztaccíhuatl. Il existe de nombreuses légendes à propos de leur origine. La plus célèbre dans la mythologie aztèque raconte une étonnante histoire. Popocatépetl était un guerrier, amoureux d'Iztaccíhuatl. Le père de la jeune fille n'aimait pas cette union. Alors, il envoya le jeune homme faire la guerre en lui promettant la main de sa fille s'il revenait, en pensant qu'il ne reviendrait jamais. La jeune femme mourut de chagrin en pensant que son amoureux était mort. Et son amoureux s'effondra à son tour en apprenant la mort de sa bien-aimée. Les dieux recouvrirent alors leur corps de neige et les changèrent en montagnes. Iztaccíhuatl fut appelée femme endormie à cause de sa ressemblance avec un corps de femme allongé. Popocatépetl, lui, fit pleuvoir le feu sur la terre, mis en rage par la mort de celle qu'il aime. Aujourd'hui, les habitants de Mexico aperçoivent les silhouettes des deux volcans tout au long de la journée. Des journées où l'on a de bonnes chances de se croiser dans le centre-ville, près du premier opéra de Mexico, le Palacio de Bellas Artes. Les amoureux s'y donnent rendez-vous devant son extravagant extérieur Art Nouveau, avant d'aller partager les spécialités locales les plus célèbres du pays. Les churros, bien sûr, que l'on fabrique selon la même recette et devant le regard des passants depuis 1935 dans l'ancestrale maison El Morro. Mais si on mange des churros, c'est d'abord pour accompagner le chocolat. Et au Mexique, on ne plaisante pas avec le chocolat. Boisson inventée par les Aztèques qui l'appelaient breuvage des dieux. Il y a 3000 ans, pas de tablette de chocolat, juste cette boisson à base de fèves de cacao torréfiées et d'eau brûlante. Un mélange fortifiant et surtout aphrodisiaque. Il paraît que les empereurs en abusaient un peu avant de combler leur maîtresse. Il me semble que le chocolat est une boisson romantique, parce que c'est chaleureux, c'est chaud et délicieux, c'est sensuel. Le chocolat est une boisson qui encourage la chaleur. C'est vraiment savoureux, un plaisir tendre. Tu t'offres un moment romantique, c'est incroyable. Pouvoir manger tes churros et boire ton chocolat. Beaucoup de couples viennent ici, beaucoup de jeunes, tout le monde adore. Nous sommes une grande famille. Pour convaincre leur belle d'aller partager un chocolat, les Mexicains ont l'habitude de l'emmener ici, place Garibaldi, le principal repère des mariachis. Quelques accords de guitare pour attirer les passants. Justement, un jeune homme vient voir les musiciens. Une rapide négociation. Et c'est parti pour la première sérénade de la journée. Ici au Mexique, c'est ce qu'il y a de mieux pour séduire une femme. Tout homme qui veut conquérir le cœur de sa bien-aimée vient à Garibaldi. Cela vient du passé, d'il y a très longtemps.
des années 1930 ou 40. C'est une vieille tradition. Et cette tradition, elle s'est répandue dans tout le pays, et même dans d'autres pays du monde. Aucune femme ne peut résister à une sérénade avec des mariachis, c'est sûr, c'est garanti. C'est très rare qu'une femme dise non. Dans le vieux quartier du Zocalo, on retrouve tous les samedis soirs des dizaines de groupes prêts à tous les défis amoureux, même à chanter sous les fenêtres de leur dulcinée. Et si la chanson est convaincante, ce sont les parents eux-mêmes qui invitent le jeune prétendant dans la maison. Les chanteurs de l'amour, les mariachis, sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Au petit matin, le Zocalo se réveille autour de l'immense place de la Constitution. La place est bordée par la plus grande cathédrale d'Amérique. Au départ, une simple église bâtie par les conquistadors dans un village aztèque. Elle sera convertie en cathédrale par Charles Quint en 1530. Juste à côté, un des plus fameux hôtels de la ville. Bâti au XIXe siècle avec une structure métallique importée de Chicago, le Grand Hôtel de Mexico s'inspire de l'art déco à la française. Sa verrière a été réalisée par un maître artisan de Nancy et son escalier a été copié sur celui du Bon Marché de Paris. À quelques rues de là, les petits artisans de la place Santo Domingo mettent en place leur matériel. Un matériel plus ou moins moderne. C'est la place des écrivains publics. Il paraît qu'on peut s'y procurer des faux papiers, mais Angelina, qui possède une licence officielle pour exercer ici, se spécialise plutôt dans des lettres d'amour. Elle en écrit depuis plus de 40 ans. Moi, j'aime écrire les lettres à la main. On utilise beaucoup l'encre violette. L'encre violette est celle qui met le plus en valeur les lettres. Et il y a très longtemps, on parfumait les lettres. Surtout les hommes. Quand ils envoyaient des lettres à leurs bien-aimés, ils mettaient du parfum de gardénia, des parfums doux, de fleurs, pour qu'elles voient qu'il y a de l'amour. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit une lettre pour un homme qui était marié depuis 45 ans. Il m'a dit « Je n'ai jamais été très affectueux avec ma femme. » Alors je lui ai proposé « On va lui dire que vous voulez la remercier de vous avoir accompagnée pendant toutes ces années. Le respect que vous lui portez, les enfants merveilleux qu'elle vous a donnés. » Ils avaient 3 ou 4 enfants, je crois. Et que la vie avait été généreuse avec eux. Et qu'il espérait qu'ils resteraient ensemble.
Il y a des femmes qui viennent aussi, mais c'est pas pour des lettres d'amour, c'est plutôt par dépit. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus rien savoir de toi. Les femmes sont plus intimidées. Ce n'est pas la même chose si une femme envoie une lettre d'amour. Pour moi, c'est plus correct qu'un homme fasse la cour à une femme. Et quand la cour est réussie, direction la rue des mariés. Car à Mexico, le mariage reste une institution dominante pour s'installer en couple. Ici, on va trouver tous les accessoires pour un plus beau jour de sa vie réussi. La rue est devenue célèbre car elle fut le décor d'une telenovela, une série très célèbre au Mexique. Deux familles de commerçants rivales se livrent une guerre acharnée jusqu'à ce que leurs enfants tombent amoureux l'un de l'autre. Un Roméo et Juliette mexicain dans une ambiance très caliente. Une ambiance que l'on retrouve à la Citadelle, tout près de là. Tous les samedis à midi, la place de la Citadelle se transforme en piste de danse géante. Ici, on danse le danzón. Une chorégraphie tout en retenue, une danse à 3 temps qui dessine un carré. La Ciudadela est une partie importante de la ville de Mexico. Nous sommes dans le centre et on profite de cet endroit pour faire des événements comme celui-ci. Pour que les gens, surtout les personnes âgées, aient un moment de distraction. On fait des danses avec des rythmes différents. C'est tous les samedis et ça dure des heures. Cela semble simple, mais les meilleurs danseurs s'entraînent depuis des décennies. Ce qui est exceptionnel dans cet endroit, c'est la musique. La musique est belle. Je la trouve élégante. Et ça te donne l'opportunité de pouvoir venir habillé pour cette danse. On vient ici surtout pour danser et pour trouver un partenaire. Parce que beaucoup de personnes sont seules, hommes, femmes, et ils viennent chercher quelqu'un. Et ils trouvent. Et c'est la même motivation pour les deux. Ils se plaisent, ils tombent amoureux, et c'est très chouette. La danse, comme nous le savons tous, est une chose très belle pour que deux personnes se connaissent, se touchent la peau et commencent à discuter. C'est un moyen facile de commencer une conversation et de se connaître pour les hommes et les femmes. Oui, c'est là que j'ai rencontré mon partenaire. Et elle est folle de moi. Je ne l'aime pas trop, mais il m'est utile pour danser. Mais pour d'autres choses aussi. De temps en temps pour d'autres choses aussi. C'est important pour les humains. Avoir des relations intimes. La convivialité. Franchement, c'est beau, la danse. La danse te fait revivre. Tu entends la musique. Tu sens un frisson. À mon âge, je devrais être en train de tricoter, de regarder la télé, de m'endormir. Mais j'ai du mal à rester assise. Alors moi, je viens danser. Ici, tu entends toutes sortes d'histoires. Des femmes qui te racontent leurs histoires avec les hommes qu'elles rencontrent ici. Les hommes font pareil. C'est un endroit magique. Un autre rendez-vous un peu plus sportif se tient chaque dimanche sur l'avenue Reforma.
Cette majestueuse avenue du centre de Mexico est ouverte ce jour-là uniquement aux vélos et rollers. Un rendez-vous sportif qui se termine le plus souvent dans le parc du château de Chapultepec. Un château qui fut le siège de l'empereur Maximilien, membre de la famille d'Autriche installé sur le trône mexicain par Napoléon III. La France a en effet participé à l'expédition du Mexique au milieu du XIXe siècle avec les Espagnols, les Anglais et une légion belge. Lorsque la coalition qui a conquis le Mexique se sépare, les Français décident de rester sur place. À partir de 1862, Napoléon III souhaite développer le pays pour faire un rival des États-Unis. Le château Chapultepec et son gigantesque parc est le centre du pouvoir. Et Napoléon demande qu'il soit desservi par une grande avenue sur le modèle précis des Champs-Élysées parisiens. C'est l'avenue Reforma, longue de 12 km en ligne droite et qui découpe Mexico en diagonale. Elle traverse la zone touristique de Rosa et passe le long de la Torre Mayor, le plus grand gratte-ciel d'Amérique latine. C'est souvent ici, au bout de cette artère majeure de la capitale, que les jeunes filles viennent se prendre en photo pour la cérémonie des 15 ans. Un rituel très important pour les jeunes filles et leurs parents, qui marque la fin de l'enfance et le passage à l'âge adulte. En fin de journée, pour la jeunesse branchée de Mexico, direction le quartier de Condesa, le repère des artistes et des intellectuels. Jusqu'au XIXe siècle, on élevait ici des chevaux dans de vastes prairies. Mais aujourd'hui, les vieux immeubles art déco et art nouveau du début du XXe siècle ont été reconvertis en bars et restaurants chics. Plusieurs centaines d'établissements qui s'ouvrent et se ferment au rythme de la mode. La spécialité locale, c'est le mezcal. Une eau de vie issue de la fermentation et de la distillation du jus d'un cactus, les agaves du Mexique. Attention à ne pas confondre avec la tequila, elle aussi produite avec les agaves, mais dans d'autres régions et avec des procédés différents. Entre mezcal et tequila, c'est un peu comme entre Bordeaux et Côtes-du-Rhône, une histoire d'origine et de traditions différentes. Le mezcal, pour moi, c'est toute une culture, un produit que tous les Mexicains et le reste du monde devraient connaître. J'aimerais que la culture du mezcal ne se perde pas. Les traditions de l'élaboration de ces produits, et pas seulement l'alcool distillé, mais aussi la nourriture. Nous avons du pozole, l'ayudas, les spécialités de la maison, des produits qui font partie de notre culture depuis très longtemps. En général, le mezcal, en plus d'être très aphrodisiaque, comme on le sait partout dans le monde, est aussi indigestif. Mais il peut également être utilisé comme un apéritif. En approfondissant le sujet, chaque plante possède des qualités particulières. C'est comme avec le vin. Il y a des vins pour trinquer, des vins pour manger. Certains vins accompagnent mieux certains plats. Honnêtement, le mezcal est très vaste. Il y a une grande variété de plantes qui possèdent différents goûts, qui vont bien avec certains moments. Ici, il n'y a pas de règles. Tu n'as pas un soldat derrière toi, mais il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, comme si tu arrivais à une fête et que tu étais l'un des invités. C'est l'impression qu'on veut que les gens aient.
Le quartier de Coyoacán est le plus ancien de la ville. C'était la capitale des habitants préhispaniques de Mexico, les Tépanèques. Un petit village qui a été englouti par le développement de la mégalopole. Un quartier plein de vieilles ruelles, où les habitants aiment se promener pour aller sur le marché typique mexicain ou pour se retrouver, surtout le week-end, sur la populaire place des Coyotes. C'est ici que l'on trouve les maisons de Frida Kahlo, la plus célèbre des artistes mexicaines, et de Léon Trotsky, qui, exilé par Staline, a fini sa vie dans le quartier. Frida et Trotsky, une histoire d'amour passionnée qui hante toujours les rues de Coyoacán. En 1937, le Mexique accorde l'asile politique à Léon Trotsky. C'est d'abord ici, à la Maison Bleue, la maison de Frida Kahlo, femme engagée, communiste et féministe, qu'il va trouver refuge et où il vivra une folle passion. Aujourd'hui, la Maison Bleue est devenue un musée où on peut découvrir tout l'univers de l'artiste qui est née et qui est morte entre ses murs. Frida, victime d'un terrible accident de la route à 19 ans, porte des corsets spectaculaires. C'est pendant sa longue convalescence qu'elle a commencé à peindre. Dans sa chambre, pour tout modèle, il n'y avait qu'un miroir. Le début de la série de 55 autoportraits, pratiquement la moitié de son œuvre. Le grand amour, malgré les infidélités, Frida le vivra avec Diego Rivera, son mari, son aîné de 21 ans. Diego, l'ami de Modigliani et des peintres français qui vivaient la bohème à Paris dans les années folles. Un artiste qui se mettra au service du gouvernement mexicain à partir des années 20, pour réaliser notamment d'immenses fresques qui ornent aujourd'hui toujours les monuments nationaux. Son atelier, comme celui de Frida, se visite dans l'état où l'artiste le laissait en travaillant. Dans sa maison, partout, le visage de l'artiste et tous les vestiges du quotidien qui ont été préservés. La cuisine, la salle à manger totalement intacte, tout comme les robes et les bijoux de Frida. Aujourd'hui, le quartier de la Maison Bleue, Coyoacán, est l'un des plus animés de la ville. Et on y retrouve toujours les intellectuels et les artistes qui continuent d'y installer leurs ateliers. Le principal repère du quartier, c'est peut-être le café El Jarocho. Depuis 1953, toutes les générations viennent ici déguster les meilleurs cafés mexicains. La vie de Frida Kahlo et de Diego Rivera continue d'inspirer la vie du quartier. Dans ce cabaret, on joue chaque soir une pièce sur les amours tumultueuses de Frida et Diego. La capilla a vu le jour au début du XXe siècle. Ici,
Depuis la révolution mexicaine de 1910, on caricature le gouvernement et la politique du pays. Frida et Diego, habitués des lieux, habitaient à 2 rues d'ici. Aujourd'hui, il s'agit d'un espace de liberté politique dirigé par 2 femmes, Marisol Gasset et Nora Huerta. Elles s'appellent elles-mêmes les reines de la provoque. C'était une relation très passionnelle. 2 grands artistes, 2 grands peintres mexicains et des icônes populaires. Ils ne pouvaient pas s'aimer d'une façon traditionnelle. Tout le monde sait que Diego était un show. En effet, c'était un homme très dragueur et on sait que ses infidélités ont causé beaucoup de douleur à Frida. C'était quelque chose qui était au-delà de l'amour qu'ils pouvaient avoir l'un pour l'autre. Ça les dépassait. Parce que seulement une montagne connaît les entrailles d'une autre montagne. Alors je crois que la passion débordait. Et comme toutes les passions humaines, elle incluait le délire, la folie, la douleur, le dévouement, un amour fraternel et bien sûr un amour entre un homme et une femme. Ce théâtre satirique trouve ses origines culturelles dans la carpa mexicaine. Au XIXe siècle, c'était un petit théâtre ambulant qui circulait de village en village pour donner des représentations. Un divertissement à l'époque, mais aussi un moyen d'information. Ce sont 2 personnages qui ont été très importants à leur époque. Des révolutionnaires qui ont vraiment essayé de réformer le pays activement. C'était de grands intellectuels. Diego a été actif dans le Parti communiste, proche des révolutionnaires à travers ses œuvres, mais aussi par leur façon de s'aimer, de peindre. Et dans le spectacle, par exemple, on parle du nationalisme, qui a été un mouvement pictural et muraliste initié par Diego Rivera avec Siqueiros et Orozco. Finalement, le système l'a avalé et il a terminé par faire du prosélytisme pour un système duquel il prétendait s'échapper ou qu'il voulait changer. À la fin, ils sont devenus ça, une espèce de propagande d'un Mexique qui n'existe pas, qui n'a pas existé et qui est resté comme une utopie. Je crois que le cabaret est pour tout le monde. On a beaucoup voyagé. On a eu la chance d'aller au Brésil, en Argentine, à Chicago, New York, à Berlin, à Madrid, au Paraguay. Nous sommes allés à des endroits où on ne savait pas ce que ça allait donner comme résultat. Et ça nous a surpris. Les gens rigolent pareil, presque avec les mêmes blagues. Casi por los mismos chistes. Si les amours de Frida et Diego passionnent toujours les Mexicains, leurs frasques et leur liberté sont-elles toujours d'actualité? À l'Université nationale de Mexico, les grands jardins accueillent les couples étudiants entre les cours. Cette université fut fondée par Philippe II d'Espagne sous le nom d'Université royale, puis réouverte par le Mexique indépendant à partir de 1910. Son campus, bâti entre 1949 et 1952, est un exemple célèbre de l'architecture moderniste. L'université attire aujourd'hui des étudiants de toute l'Amérique latine. Des étudiants qui vivent en liberté matrimoniale surveillée. Impossible de dormir ensemble. Les jeunes Mexicains habitent chez leurs parents jusqu'à un âge très avancé. Je crois qu'on vit encore dans une société machiste. Alors oui, c'est mal vu de ne pas être marié. Dans mon cercle d'amis, ça va. Mais en même temps, personne ne trouve ça naturel. Mais au-delà du cercle d'amis, une relation amoureuse doit être formalisée pour être acceptée, surtout par la famille.
La plupart des gens au Mexique trouvent qu'il faut formaliser les relations. Par exemple, pour vivre avec quelqu'un, le mieux c'est d'être marié. Même si moi, je ne suis pas d'accord. C'était plus formel avant. Si tu vivais avec quelqu'un sans être marié, c'était vu comme un péché. C'était pas bien vu socialement. Quand tu veux te marier, le jeune homme doit demander la main au père. Alors, les parents de la jeune femme organisent un dîner et les parents du fiancé sont invités. Et tout le monde demande si elle veut l'épouser. Elle dit oui, alors on donne la bague et voilà. C'est traditionnel, mais c'est très romantique. Oui, et on continue à le faire. Moi, je trouve ça romantique. Et si la femme est enceinte sans être mariée, c'est pire. Ici, tu es forcé de te marier. Tu peux aller vivre avec une personne. C'est plus tellement interdit. Mais les gens vont dire « Ah, ils ne sont pas mariés ». Moi, je trouve que c'est très naturel dans la société mexicaine que les jeunes se marient très tôt. Et aussi partent de chez eux, fassent leur vie et des bébés. Alors tu vois beaucoup de jeunes de 21, 22 ou même 17 ans qui ont déjà un bébé, qui ont déjà un travail. Pas très bon franchement. Mais je crois qu'on est tellement traditionnel et conservateur que tout ça règne dans l'imaginaire collectif de nous tous. Et quand tu as quelqu'un, que tu es amoureux de quelqu'un, eh bien tu lui dis « on devrait se marier ». Et elle te dit « oui d'accord ». Et ils se marient et retournent vivre chez leurs parents. Et ils font un enfant. Et elle dit oui à tout. Je crois que c'est culturel. Une société conservatrice, catholique, qui doit tout de même affronter ses tabous. Depuis 1996, les 11 danseurs de la compagnie de la Zebra sont devenus des icônes de la communauté gay mexicaine. La compagnie a été fondée par José Rivera, jeune provincial qui découvre dans les années 80 une capitale mexicaine où il n'y a aucun lieu gay et où la police n'hésite pas à s'en prendre aux homosexuels. Par la danse, il va tenter de changer les esprits, allant parfois jusqu'à la provocation érotique. Son travail est aujourd'hui reconnu et il est invité à se produire au Mexique et à travers le monde. À Mexico, les mentalités ont commencé à changer. Si le pays demeure très conservateur, la capitale, elle, administrée par la gauche minoritaire au gouvernement national, a autorisé depuis 2009 le mariage homosexuel. C'était une première dans toute l'Amérique latine. Ma compagnie, la Zebra, a mis un petit grain de sable dans la société pour la libération des mœurs, pour que les jeunes homosexuels, lesbiennes, travestis, transsexuels trouvent plus de liberté dans les rues de ce pays, plus de respect. Nous nous sommes battus pour légaliser le mariage en couple du même sexe, ce que je considère comme une réussite très personnelle. J'ai grandi dans une ville très conservatrice, San Luis Potosí, où tout était discrimination, isolement, harcèlement,
partout, à la maison, à l'école, dans la rue. Heureusement, adolescent, j'ai trouvé la danse et elle m'a permis de m'échapper. José est toujours danseur. Il répète tous les jours avec la troupe, même si l'essentiel de son travail est consacré à la chorégraphie. Une chorégraphie narrative, pour parler d'abord de l'amour. Peu importe si l'on est gay, bisexuel, trans, travesti, ou quoi que ce soit. Les gens tombent amoureux indépendamment de leurs préférences. Ce qui me semble important, concernant l'acceptation des mariages de personnes du même sexe, au Mexique et dans beaucoup d'autres pays où c'est en train d'arriver, c'est de se sentir légalement protégé. L'amour est libre, ici, dans ce pays, et dans tous les autres. Je crois que ça a été une grande évolution pour le Mexique, parce que jamais l'on n'aurait cru qu'ici, cela aurait pu arriver. Moi, je l'imaginais au Danemark, en Suisse, en France, en Angleterre, au Canada ou aux États-Unis, et je crois qu'on l'a fait avant certains de ces pays. Et c'est là que je suis surpris. Et je me dis, je crois que le Mexique ne va pas si mal que ça. Je crois que le Mexique a aussi des personnes avec une mentalité très ouverte, très riche et très évoluée. Et ça me fait très plaisir, et je suis très fier d'être mexicain. Mais la société n'évolue pas à la même vitesse à Mexico et dans le reste du pays. L'avortement, par exemple, est autorisé dans la capitale depuis 2007, mais reste toujours un crime dans le reste du pays, passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 50 ans. Mais il n'y a pas que les idées religieuses qui pèsent sur les mentalités. Les vieilles traditions indiennes et précolombiennes sont toujours bien vivantes au marché de Sonora. C'est ici que l'on vient chercher la recette ancestrale qui pourra remédier à un manque de vigueur, ou à la poudre de perlimpinpin qui permettra de retrouver une meilleure fortune en amour. La plupart des gens cherchent à être en harmonie. Et quand ça va mal, ils veulent une réconciliation. Ils cherchent toujours une réconciliation. Nous avons des produits pour le retour d'affection, mais aussi ce produit, Viens à moi, pour les clientes qui n'ont pas de partenaire et cherchent quelqu'un. Pour les femmes qui aiment beaucoup d'hommes différents, j'ai celui-là, ça les calme un peu. Enfin, pour être sûr que la femme ou l'homme ne vous quittera pas, on a un produit fidélité pour qu'ils soient toujours ensemble. Voilà, c'est ce que les gens cherchent normalement, quelque chose pour l'amour. Ici, on ne vend pas que des flacons magiques. Les praticiens du cru ont des méthodes bien à eux pour résoudre les problèmes de cœur. Tu amènes la photo de ton amour et ils te disent « Je vais te lier à lui pour qu'il ne te quitte pas. » Ça, c'est l'envoûtement qu'on vous avait fait. Je l'ai quitté et je ne veux plus être liée à lui. Jusqu'à ce qu'il obtienne les résultats qu'on demande de lui, il ne sera pas satisfait. Alors pour l'instant, la pression qu'on exerce sur lui, c'est la pression qu'il va exercer sur les autres. Ça va durer encore un moment. Comme je vous le disais, on peut commencer tout de suite. Vous me laissez quelque chose, vous revenez la semaine prochaine, le temps que je fasse le désenvoûtement. Et je ne serai plus liée à lui? Non, tu ne seras plus sous son emprise. Les hommes, normalement, viennent en cherchant une réconciliation, parce qu'ils se sont disputés. Et les femmes viennent pour trouver un partenaire. Ici, ceux qui sont seuls ne sont pas heureux. Ils ont toujours besoin de faire partie d'un couple. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui préfère rester seul. Pour des moyens de séduction plus traditionnels,
rendez-vous au marché aux fleurs de Jamaica. Il y a plus de 1200 vendeurs qui proposent 5000 variétés différentes. Beaucoup de ces fleurs sont des espèces purement mexicaines, sauvages, qui sont cueillies dans la nature par les fleuristes, comme Diego. La fleur est un produit que nous donne la terre. Elle fait partie de la famille, de la vie des gens. Elle est présente dans toutes les traditions, comme la fête des morts, la fête des mères, le jour de l'amour et de l'amitié, et la musique. C'est une partie fondamentale pour exprimer nos sentiments à la personne qu'on aime. C'est comme un enfant. Quand il est né, il faut en prendre soin, faire attention à lui. La fleur aussi. Depuis qu'elle est toute petite, il faut prendre soin d'elle, jusqu'à ce qu'elle arrive à sa maturité. Pour moi, ça c'est l'amour. La terre est un berceau, et dans ce berceau on plante, et il donne son produit, qui est la fleur. Moi, je viens de Xochimilco. Xochimilco est un mot, en nahuatl, divisé en 3 parties. Xochi, mil, co. Xochi veut dire fleur. Mil veut dire terre. Co, c'est le lieu. C'est la terre où naissent les fleurs. Avant, je plantais les fleurs et je les cultivais. C'est quelque chose de très beau qui vient du passé. Et maintenant, je travaille dans le marché de Jamaica. Et je suis encore avec les fleurs. La vie est drôle, c'est comme ça. On travaille un peu partout, mais on ne pense jamais où on va finir. Et pour moi, ce qui est beau, c'est que je finis avec mes fleurs. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y... Voici Xochimilco, ce fameux champ de fleurs et ses jardins flottants construits par les Aztèques. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lorsque Cortés parvint à Mexico en 1519, il fut émerveillé par ce quartier et écrivit à Charles Quint qu'il venait de découvrir la plus belle ville du monde, une nouvelle Venise. Comme dans la ville italienne, on se déplace en gondole, toute multicolore et baptisée de prénoms féminins. Beaucoup de personnes trouvent ça très romantique. Il y a des gens qui sont venus se marier ici. La chose la plus intéressante qui me soit arrivée à moi, c'est qu'une fois j'en ai des gens. Et la fille voit un garçon au loin. Et elle me dit « Approche-toi de lui ». Pourquoi ? « Approche-toi », elle me dit. Et elle lui a demandé son numéro de téléphone. Plus tard, ils sont revenus. Et moi, je les ai promenés en tant que couple. C'est très romantique. En plus, il y a les lunadas, des balades de nuit sous la lune. Il y a des bateaux qui ont des rideaux et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre des bougies pour que ta copine tombe amoureuse. Tu peux demander sa main. Moi, je trouve ça très romantique. Avec les rideaux, les bougies et la lumière de la lune. Imagine-toi. N'importe quelle fille te dirait oui. Ça, c'est la chose la plus romantique que j'ai vue ici, à Xochimilco.
Mais la civilisation aztèque a laissé des vestiges plus impressionnants que les canaux de Xochimilco. Au nord de Mexico, Teotihuacan est un site archéologique unique au monde, que les scientifiques continuent d'explorer pour tenter d'en percer les secrets. Ces impressionnantes pyramides étaient construites tous les 52 ans pour respecter le calendrier aztèque. Autour d'elles, une ville où vivaient près de 200 000 habitants entre le IIe siècle et le 5e siècle après Jésus-Christ. C'était alors l'une des plus grandes cités du monde. La principale artère de la ville était appelée l'avenue des Morts, car elle était bordée de collines que les Aztèques considéraient comme les tombes des dieux. Au bout de l'avenue, le temple du dieu serpent à plumes. Et de part et d'autre, les pyramides, les deux plus importantes, célébrant le soleil et la lune. Les recherches archéologiques ont débuté au XIXe siècle, mais sont loin d'être terminées. On ignore presque tout de la vie quotidienne de la ville. On a découvert des ossuaires qui ont permis de comprendre qu'on pratiquait des sacrifices dans les multiples temples. Des sacrifices rituels d'animaux, mais aussi d'humains, parfois en nombre. Les scientifiques commencent ces dernières années à pénétrer dans les pyramides pour en comprendre le rôle. Ils ont mis à jour des chambres inférieures remplies de mercure liquide, aux vertus magiques pour les civilisations précolombiennes. Un chantier de fouilles dont on ignore si on pourra un jour véritablement le terminer. La destination préférée des Mexicains en lune de miel est un peu moins culturelle. Sur la côte de l'océan Pacifique, un petit village de pêcheurs est devenu une station balnéaire à la réputation mondiale. La baie de Puerto Vallarta est aussi un décor de cinéma qui a fait courir les acteurs du monde entier. d'Ava Gardner et Richard Burton dans La Nuit de l'Iguane à Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique. Si l'on s'écarte un peu des grands hôtels, on retrouve la vie des petits ports traditionnels mexicains. La région est un sanctuaire sauvage, préservé grâce à l'action de nombreux militants, comme le commandant Cousteau. Un sanctuaire où l'on croise une incroyable faune marine et des milliers d'espèces d'oiseaux. Et puis, pour les amoureux, il y a un secret bien gardé dans un petit îlot des îles Marietta, à l'origine volcanique. À marée basse, on découvre une arche de pierre qui mène à un véritable paradis. Une crique parfaite. Une plage de sable fin que les pêcheurs de la région ont appelée la plage des amoureux cachés.
Que Dios ha mandado, no más para mí.